Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Pascal Descargues. Bonjour Pascal. Bonjour Rachida. Bonjour, on se connaît déjà depuis quelques années. Tout à fait, oui. On Euh, s'est croisés à Toulouse lors de nos doctorats respectifs, mais également lors d'un post-doctorat aussi à Toulouse. Autour de la recherche en biologie cutanée. Voilà, tout à fait. Et donc moi à l'époque, je travaillais sur la fonction barrière et toi, tu as aussi travaillé sur la fonction barrière, mais sur un projet plus associé à la desquamation. Exactement. Donc, en fait, mon projet de thèse, et c'est là où mon histoire avec la peau humaine, la biologie de la peau humaine a commencé. Donc, c'était l'étude d'une maladie génétique rare chez l'homme qui impacte fortement la différenciation de la peau, la desquamation, Mhm. qui est très sévère et qui nous a permis à la fois d'essayer de mieux comprendre un petit peu les mécanismes de la desquamation et de cette différenciation terminale de l'épiderme, et aussi d'envisager des voies thérapeutiques, disons, pour traiter cette maladie qui pour l'instant n'est pas encore traitée, ce qui est assez terrible. Et le fait d'avoir aussi travaillé sur cette maladie-là, donc effectivement, c'est dans le but de pouvoir la traiter, mais c'est aussi, ça t'a permis également aussi de mieux comprendre les mécanismes qui sont derrière la Tout à desquamation. fait. Là, on sait par exemple qu'aujourd'hui, c'est un très fin équilibre entre protéase et inhibiteur de protéase. Et toi, justement, tu travaillais sur un inhibiteur de protéase. Oui, voilà. Donc, le sujet, c'était donc l'étude d'un gène qui s'appelle SPINK5, qui code pour une protéine, LECTI, qui est un inhibiteur de protéase à sérine et qui, avant finalement de développer des modèles et de mieux étudier ce gène-là et cette protéine-là, il y avait des suspicions sur les cibles ou la fonction de cet inhibiteur. Et donc, ce qui paraît maintenant assez clair, c'est que dans la peau, dans l'épiderme, il y a un mécanisme de prolifération, plutôt au niveau de la couche basale, de stratification et en même temps de différenciation des kératinocytes. Et il y a aussi un mécanisme, puisque ça ne s'accumule pas jusqu'à former des couches extrêmement épaisses, il y a un processus d'esquamation Mhm. et qui est en fait donc très finement régulé. Il y a des acteurs en particulier qui sont des protéases qui vont aller grignoter donc ces jonctions. Les Euh, cornelosomes. voilà, par exemple. Et bien sûr, il faut que ce soit régulé. S'ils grignotent trop, la peau tombe en lambeaux. S'ils ne le font pas assez, elle s'accumule. Donc, l'inhibiteur de protéase LECTI, c'est dans ce mécanisme-là qui s'inscrit. Et son absence, lorsqu'il y a une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Netterton, conduit à une ichthyose qui est sévère et notamment qui se traduit par un problème de desquamation. Du coup, en fait, les chercheurs ont souvent, enfin, on l'entend considérer la couche cornée comme une peau morte finalement, qui était un petit peu amorphe, dans laquelle il ne se passait rien. Et avec justement la découverte de ces maladies, on se rend compte que tout est finement contrôlé. Qu'il faut vraiment un équilibre entre ces protéases qui vont grignoter ces fameux constituants et ces inhibiteurs qui vont venir justement mettre un petit peu le haut là et dire voilà, il faut y aller quand même de manière très régulée. Donc ça, c'était vraiment ton travail de thèse. Tout à Hein. fait. D'accord. C'était mon travail de thèse avec ce lien, comme tu en as parlé, de la desquamation, mais derrière, il y a la barrière, la fonction barrière de la peau. C'est ce qui nous protège quand même de l'environnement extérieur en particulier. Et il y a aussi un lien intéressant dans cette maladie. C'est aussi tout ce qui est allergie, atopie. Et oui. Et encore une fois, il y a cette idée de barrière qui protège aussi de la pénétration, par exemple, d'allergènes. Donc, il y a une espèce de lien qui conduit quelque chose qui pourrait paraître insignifiant, qui est la couche cornée, sur la peau et finalement qui est extrêmement importante pour notre survie terrestre dans un environnement sec et aussi pour nous prémunir bien sûr d'infections, mais aussi de développement d'allergies, etc. Enfin,
C'est tout un mécanisme qui est lié à notre propre vie, à notre propre organisme. Et on peut rappeler que justement, dans le cadre de nombreuses maladies, où justement il y a une perturbation de la fonction barrière, comme la dermatite atopique, même le psoriasis, justement, on va avoir des pénétrations plus importantes d'allergènes, de molécules chimiques qui vont justement provoquer ce cercle vicieux de l'inflammation, du fait que ça démange. Donc, en démangeant, on va encore perturber plus la barrière, etc. Donc, on voit vraiment l'importance de cette couche cornée qui a l'air, ma foi, inerte. Inerte, et finalement, c'est que c'est juste une observation et ce n'est pas le cas. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un véritable dynamisme et beaucoup de contrôle derrière tout ça. Et encore maintenant, on ne connaît pas tous les secrets derrière cette barrière cutanée qui est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, donc, tu as créé, enfin, aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, la société Génostine. Oui. Et à la fois située à Toulouse, que tu as créé à Toulouse en 2000, tu peux me rappeler 2011. La date de création de la société, c'est 2011. Et le projet a été initié en 2009, disons à peu près, à Toulouse. À Toulouse, on était à l'époque en post-doctorat au sein de l'unité de différenciation épidermique et auto-immunité rhumatoïde. Voilà. Je me souviens, c'est là que tu avais commencé effectivement à initier ce projet-là. Donc, il s'est bien concrétisé depuis. Tout à fait. Donc, la société a presque 8 ans. On est à peu près une quinzaine de personnes et on essaie de recruter, de s'étendre avec ces 2 sites maintenant, notamment le site à Boston, dans la région de Boston. Et l'objet de la société, c'était avant tout d'essayer de fournir un outil pertinent pour les chercheurs et un outil, si possible, humain, entre guillemets. Quand on étudie la biologie de la peau, quand on s'intéresse à la barrière cutanée, la desquamation, souvent dans les labos, on utilise des modèles animaux qui sont extrêmement puissants, entre guillemets, mais qui présentent des limites. C'est que la peau d'un voilà, donc c'est notre expertise, notre savoir-faire d'aller sourcer déjà ces échantillons auprès d'hôpitaux et de les traiter frais, hein, dans un temps très rapide, et de transformer ça en, pas un échantillon, mais un véritable produit fini, ou plutôt même une plateforme technologique qu'on offre à nos clients. Ils peuvent soit acheter des kits, soit nous demander de faire des études. Donc voilà, avec vraiment l'objectif de valider des molécules. Oui, l'avantage, nous, de notre technologie, par rapport à des technologies comme la bioimpression ou des modèles reconstruits, déjà, dans notre cas, il s'agit de vraies peaux humaines. Et si quelqu'un regarde des tissus qui sont bio-imprimés, on reste loin encore de la complexité d'un tissu humain. Il y a des raisons très logiques, hein. La peau chez l'homme, elle ne met pas 15 jours à être développée, hein. C'est des mois, et même après la naissance, elle n'est pas tout à fait mûre. Donc, il y a des années derrière de maturation, entre guillemets. Et puis, il y a le système immunitaire qui est complexe et qui est présent dans la peau. Donc, bien entendu, on a aussi des limites. C'est-à-dire qu'on a un modèle ex vivo, il n'y a pas de flux sanguin dans ce modèle-là. Mais il y a la présence de vaisseaux, par exemple, et tout un tas de choses qui font que c'est vraiment l'outil qui est le plus proche de ce qu'on pourrait faire après en clinique. Je pense qu'il faut préciser qu'effectivement, tous ces modèles 3D, justement, ce sont des modèles. Par exemple, des modèles dermatite atopique, souvent, on va y rajouter des cocktails de molécules inflammatoires, des cytokines. On va peut-être perturber la barrière avec du SDS, des détergents. Donc voilà, il y a souvent de l'actions supplémentaires qui viennent d'être faites. Alors que toi, tu vas pouvoir, avec tes modèles, par exemple, directement aller prélever, récupérer un prélèvement de peau qui soit déjà dans un état inflammatoire, on va dire, de dermatite atopique ou autre modèle. Alors, c'est ce qu'on aimerait faire, mais c'est quand même pas facile d'obtenir des échantillons de patients. Mais
On a par exemple un projet qui est en train de démarrer ici aux États-Unis pour récupérer de la peau de personnes qui ont des biopsies de peau qui ont des cancers cutanés. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement, on n'aura pas à essayer de traiter le tissu pour le rendre malade. C'est vraiment un tissu qui provient d'une personne qui souffre de cette maladie. Donc le tissu lui-même est déjà… donc ça a beaucoup d'avantages. Ça permet de… mais c'est plus pour l'industrie pharmaceutique. Peut-être si on traite, si on cherche à tester l'efficacité de médicaments, on peut le faire sur quelque chose qui est vraiment, encore une fois, au plus proche de ce qui se passe chez le patient. Voilà. Après, avec les pots qu'on récupère et donc les modèles standardisés qu'on réalise, on fait quand même des traitements en plus. Nous aussi, on a développé un modèle de psoriasis. Donc là, on stimule les cellules immunitaires pour qu'elles reproduisent le phénotype du psoriasis, l'inflammation du psoriasis. Et bien sûr, on peut aussi traiter la peau, les modèles de peau avec des UV, avec de la pollution, avec du tape stripping pour enlever la couche cornéenne. Enfin, et même cette peau, cet explant, l'avantage de la vraie peau humaine, c'est qu'elle est très robuste. Et on peut faire, par exemple, des applications topiques répétées avec des produits finis, commerciaux, donc complexes, des formulations qui peuvent être voilà, assez complexes et hard, et on peut reproduire même des massages pour essayer d'aider à faire pénétrer le produit et avec des UV montrer que la peau bronze. Donc voilà, c'est une échelle plus loin dans la complexité, mais finalement, notre technologie et ce qui existe par ailleurs, c'est des outils qui sont complémentaires. Les modèles bioimprimés restent plus simples, donc c'est plus facile aussi à analyser. Et peut-être pour faire du screening, ça peut être plus utile. Et l'étape suivante, quand on a moins de candidats et qu'on veut vraiment valider les choses avant d'aller en clinique, ben là, le passage sur des explants, des modèles native skin comme ce qu'on a, est beaucoup plus pertinent. Et avantageux aussi. Du coup, effectivement, les industriels cosmétiques peuvent venir vers toi s'ils veulent tester, par exemple, des effets biologiques d'ingrédients avant de passer effectivement en test clinique et d'observer une activité. Notre slogan, c'est des tests, c'est ex vivo clinical testing. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire des choses assez poussées. Et pourquoi clinical testing? Parce qu'on on collecte beaucoup d'échantillons. Donc, on peut lancer une étude sur 3, 5, 10 donneurs différents. Et comme ça, obtenir des réponses qui ressemblent à des petites phases cliniques. Donc, c'est l'esprit. Obtenir des peaux de différentes origines ethniques, de différents âges des donneurs. Le sexe, l'âge, aussi. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et différentes parties du corps plus ou moins exposées au soleil, par exemple. Donc, ça permet effectivement d'obtenir des résultats, de voir des choses qui sont un petit peu différentes. Du coup, Pascal, vous faites vous-même des tests ou alors vous pouvez aussi également vendre vos peaux? On a ce qu'on appelle un modèle d'affaires qui est mixte. Donc, on vend les kits à nos clients et on le vend aussi à des CRO qui proposent des tests. Et on fait aussi quelques tests en interne, des tests qui sont plus spécifiques, qui sont plus de la R&D et qui sont très customisés et qui demandent une expertise, une mise au point particulière. Voilà. On essaie de pas, on n'est pas dans du catalogue de tests comme d'autres sociétés, puisqu'il y en a déjà sur le marché, mais on a des clients CRO qui proposent des tests avec nos modèles, notamment l'industrie cosmétique en France en particulier. D'accord, très bien. Je vais mettre toutes les informations de Genoskin, le site web, où on peut justement avoir plus d'informations sur tous les types de modèles que tu as. J'ai vu des modèles avec des poils, des modèles avec des adipocytes, en fonction de ce qu'on veut étudier. Donc, on peut vraiment proposer des tests sur mesure en fonction de la revendication cosmétique que l'on veut démontrer. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu peux rajouter autre chose, Pascal. En tout cas, c'était un très bel échange.
Ben oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et bien sûr, j'encourage tous ceux qui peuvent avoir des questions à surtout nous contacter. Enfin, avec plaisir, hein. On est disponible pour parler science, biologie de la peau et aussi aider ceux qui développent des produits. Voilà, et puis faut rappeler que depuis 2013, les tests sur animaux en cosmétique sont complètement interdits. Donc, maintenant, on aspire aussi de plus en plus à remplacer les tests sur volontaires sur des modèles in vitro. Donc, voilà, on va de plus en plus vers ce type de modèle. Donc, il faut sérieusement les considérer. Oui, Considérer, c'est aussi de mieux les connaître et se rapprocher de personnes comme toi pour avoir de l'information et pouvoir faire du test sur mesure. exactement. Voilà. Merci Rachida. Merci. Voilà, tu étais de l'autre côté de l'Atlantique vers Boston. Tout à fait. Hein, d'accord. Écoute, je crois que vous êtes aujourd'hui pas loin d'une dizaine. Hein, Quinzaine. une Une quinzaine. quinzaine. Bravo, super. Hein, pour une société qui a été créée en 2011, c'est un très très beau développement. Donc on voit vraiment qu'il y a un intérêt réel pour ce type d'activité. Donc vraiment bravo. Et je me ferai un plaisir de parler de Genoskin. Voilà, que tu continues de rayonner avec ta société et tous tes collaborateurs. C'est gentil. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi.